le centre Mersenne n'existe pas encore. Il est encore en construction et sera opérationnel à partir de janvier 2018. Ce qui n'empêche pas qu'on y travaille beaucoup et qu'on accueille déjà des revues. Donc le but de Mersenne, c'était créer une infrastructure complète d'édition publique ou publisher public, avec donc l'objectif de proposer aux équipes éditoriales donc un modèle de publication alternatif qui soit à la fois donc public, donc sans privatisation des résultats de recherche, qui soit de qualité, qui soit à bas coût, voire gratuit, donc ça on va en reparler, et qui soit engagé dans le libre accès, donc pour garantir la libre circulation des connaissances. Donc nos mots-clés, c'est édition, science, la tech, open access, donc on va le retrouver dans la présentation du centre Mersenne. C'est une infrastructure donc complète d'édition qui va proposer une gamme de services modulaires de haute qualité à destination des équipes éditoriales de publication scientifique. Donc par publication scientifique, on entend revues, livres, actes et séminaires, françaises et internationales et de toute discipline scientifique, à la condition qu'elles soient rédigées en LaTeX et engagées dans le libre accès Diamant. Donc je vais laisser Evelyne vous présenter un peu plus le libre accès. Merci. Donc avant de présenter le libre accès, je vais faire une petite parenthèse sur l'origine du nom Mersenne. Pourquoi Thierry Bouche a eu l'idée de proposer ce nom pour le centre Mersenne. Donc Mersenne était un érudit de la fin du XVIe siècle et début du XVIIe siècle, surnommé le secrétaire de l'Europe savante. Alors pourquoi ? Voilà ce qu'on a dit de lui en 1691. Je vous laisse lire le texte de votre côté, c'est dur à dire à l'oral. L'idée, c'était que, en fait, Mersenne a créé une sorte d'académie, l'Académie Mersenne, qui était une sorte de précurseuse de l'Académie des sciences et qui servait de cœur. Il était au cœur d'un réseau d'information scientifique. Il permettait à l'information de circuler par le biais de lettres qu'il écrivait et qu'il recevait, etc. Voilà. Et donc, l'idée, c'est quand même que la diffusion de la connaissance est au cœur des missions de Mersenne. Et voici un portrait de la personne en question. Bon, donc on a parlé à l'instant du libre accès Diamant. Benoît Cloquener a présenté en détail ce matin quelles sont les différentes voies du libre accès, que je rappelle ici rapidement. Il y a la voie verte, Green Open Access. Le principe étant que les revues peuvent être éventuellement payantes, mais en parallèle, les chercheurs déposent leurs articles sur des publications ouvertes. Donc c'est vraiment le principe de l'auto-archivage par les chercheurs. Et par ailleurs, il y a la voie dorée, Gold Open Access. Le principe étant que les revues sont en accès libre pour les lecteurs dès leur publication, sachant qu'il y a plusieurs modèles pour cette voie dorée qui peuvent être comparés et débattus et critiqués, notamment le modèle auteur-payeur pour lequel, certes, les lecteurs ont accès gratuitement aux articles, mais les auteurs doivent payer des frais, qu'on appelle des frais APC. Il y a aussi d'autres modèles, tels que le freemium, pour lesquels, en fait, des services complémentaires sont proposés, commercialisés, tels que les accès au format détachable, au PDF, aux statistiques d'usage, etc. Donc, je vais parler dans un instant d'une initiative qui a recours à ce type de modèle économique. Il y a aussi le financement participatif et la voie Diamant, qui est celle privilégiée par Maddock ou Mersenne, c'est que les lecteurs doivent pouvoir avoir accès aux publications et que ce soit sans coût pour l'auteur. Le principe étant que ce soit les institutions publiques qui financent, qui rendent possible ce modèle-là. Ici, je ne savais pas trop où parler de l'appel de Jussieu qui a été mentionné ce matin par Frédéric Hélin. L'appel de Jussieu qui date de la semaine dernière pour la science ouverte et la biodiversité, lancé par un collectif français de chercheurs et de professionnels de l'édition scientifique qui se positionne clairement contre la pratique des APC, justement, et qui appelle toutes les initiatives dans ce sens, enfin, contre les APC, à se fédérer et à promouvoir la publication ouverte sans APC. Et l'INSMI, donc l'Institut des maths au CNRS, soutient sans réserve cet appel. Donc on espère que ce soutien sans réserve sera suivi de financement et de subventions à la hauteur de la clarté avec laquelle l'appel a été soutenu. Oui.
Oui, tout à fait. Donc, effectivement, il y a urgence, comme le souligne Marie Farge. Il y a urgence et ce sont donc il y a une pétition en ligne. On ne peut pas le signer en son nom propre. C'est les institutions qui le signent. Et voilà. Tout à fait. Donc, c'est en cours. En ce moment, je n'ai pas regardé ce matin si la liste était disponible des signataires, je ne sais pas. Donc il y a des modèles analogues, des modèles qui ont été menés ces dernières années pour des plateformes de diffusion en libre accès, donc qui peuvent être comparés à l'initiative de Mersenne, mais qui sont un petit peu différentes. D'abord, il y a le modèle d'Episcience et sa version mathématique EpiMath, qui est développé par le CCSD, le Centre pour la communication scientifique directe, une UMS du CNRS, et dont le principe est de développer une plateforme numérique qui permette une plateforme technique, oui numérique, qui permette aux épi-revues d'organiser le processus éditorial, d'évaluation par les pairs, de relecture, etc., en allant directement chercher les articles sur des archives ouvertes telles que HAL, et en apposant un label une fois que l'article a été accepté. Donc c'est vraiment le processus d'évaluation par les pairs qui est privilégié. Donc en ce sens, Mersenne pourra être vu comme une sorte de... ce serait un peu le principe d'Episcience, mais en plus luxueux, entre guillemets, parce que Mersenne proposera également la qualité typographique, une mise aux normes typographiques que ne propose pas Episcience. Un autre modèle qui est en fait source d'inspiration pour Mersenne, c'est le modèle d'Open Edition, qui est une plateforme de diffusion en libre accès pour des revues de sciences humaines et sociales, développée par le Cléo, qui est une UMS du CNRS, qui pourrait être l'équivalent de MadDoc en fait pour les SHS, et donc qui diffuse des articles, des revues en accès libre avec un système hybride de financement, notamment le système freemium dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc Mersenne pourrait être vu comme la version science de Open Edition, avec un modèle peut-être un petit peu différent, modèle économique un peu différent. Voilà. Donc je te laisse la parole pour la suite. Okay. Donc là, on va faire un zoom sur MadDoc, qui est la cellule de coordination documentaire nationale pour les mathématiques, mais je crois que vous connaissez tous. En termes de statut, c'est une unité mixte de services avec 2 tutelles, donc l'INSMI du CNRS et l'Université Grenoble-Alpes. Elle a été créée en 1995 à Grenoble et développe des outils et des projets à la fois français et internationaux au service de la communauté de chercheurs et de documentalistes dans le domaine des maths. Donc là, on va donner des exemples de projets développés par MadDoc. Donc on a Portail Math, DML, Gallica Math, EUDML, qui sont... Et on a, vous devez tous connaître aussi NumDam, qui est la bibliothèque numérique française, qui regroupe et diffuse des documents en texte intégraux de mathématiques, donc articles, livres, thèses, etc. Tous ces documents sont donc en accès libre à l'issue d'une éventuelle barrière mobile. Et enfin, on a le troisième gros projet de MadDoc, qui est le CEDRAM, qui est une plateforme d'hébergement et de diffusion de documents mathématiques. Et du coup, ça nous intéresse beaucoup parce que le centre Mersenne est en fait un changement d'échelle du CEDRAM. C'est un peu la version améliorée, on va dire. C'est un changement d'échelle d'ailleurs en termes de capacité, donc on va intégrer plus de revues. En termes de périmètre géographique, on s'ouvre à l'international, comme on l'a dit. En termes de discipline, on s'ouvre aussi à d'autres disciplines. Avant, c'était essentiellement c'était uniquement mathématiques. Et en termes de services, parce qu'on va ouvrir on va proposer plus de services. Donc, c'est vraiment une montée en charge et une montée en compétences. Et on s'appuie aussi sur l'expertise acquise via cette plateforme CEDRAM pour construire le projet Mersenne. Donc là, c'est juste un petit historique pour montrer l'évolution du CEDRAM vers Mersenne. Donc ça a été créé en 2005 avec la mise en ligne de 5 revues. Après, on a attendu un petit peu de temps pour accueillir la 6e revue, qui est donc le journal de l'École Polytechnique en 2014. En 2016, on diffusait donc 9 revues, un livre, 7 actes et séminaires.
Et on diffusait aussi 8000 articles, soit 180 000 pages. Et en moyenne, le CEDRAM mettait en ligne 200 articles par an, soit 6000 pages. Donc là, on va un peu augmenter. 2016, c'est aussi l'arrivée d'une personne qui est dédiée à la mise aux normes LaTeX. Donc c'est vraiment une professionnalisation de ce service. C'est reprise de 3 OJS, donc de différentes revues, et le début de la migration des AIF vers OJS, donc Open Journal System. 2017, c'est un peu l'année charnière de transition vers Mersenne. Et aussi, c'est l'année où tous les contenus des revues du CEDRAM sont passés en libre accès, donc c'est une étape assez importante pour le CEDRAM. On a eu aussi 2 recrutements en CDD pour le centre Mersenne, donc un développeur web et un chargé de projet, et l'intégration de 3 nouvelles revues qui, elles, vont intégrer directement le centre Mersenne. En 2018, c'est donc le CEDRAM change d'échelle et devient le centre Mersenne pour l'édition scientifique ouverte et intègre effectivement les revues qui étaient dans le CEDRAM. Alors à présent, on va passer à la description au fonctionnement plus précisément et à la description des services proposés par Mersenne, en commençant par alors déjà une image du site web actuel de Mersenne qui existe d'ores et déjà. Vous pouvez le consulter. Comment qui est provisoire, mais qui a quand même une certaine allure déjà. Voilà. Il consiste en plus d'une page. Vous pouvez vérifier en temps réel. Et ensuite, j'ai présenté l'équipe de Mersenne, donc, qui est en fait constituée de gens qui travaillent à MathDoc, donc d'un certain nombre de personnes de personnel de MathDoc. Donc, c'est une équipe d'une petite dizaine de personnes, permanents ou temporaires, qui comprend une responsable de projet édition, Célia Vaudaine, le directeur de MathDoc, Thierry Bouche, ici présent, la directrice adjointe de MathDoc, moi-même, un maquettiste dont Célia a parlé, qui s'occupe de la mise aux normes. Alors la mise aux normes, c'est la mise en page selon la classe LaTeX de l'article, des articles, des informaticiens développeurs, une gestionnaire et un ASR. Et puis, les différents comités ont été constitués récemment pour s'occuper de la gouvernance du centre Mersenne. Tout d'abord, il y aura un comité scientifique constitué de gens dont certains sont présents dans la salle. Alors, ce comité scientifique sera chargé d'évaluer la pertinence des demandes des revues qui souhaiteront intégrer le centre Mersenne. Donc, la pertinence, le niveau scientifique, la cohérence, la pertinence de la demande, et d'émettre des avis sur les orientations et sur les priorités dans l'affectation des moyens. Et puis, il y aura aussi un comité de pilotage qui tranchera et qui prendra les décisions en fonction des orientations. Et nous passons maintenant aux services. Donc, le premier service, donc on a une liste de services. Le premier service proposé par le centre Mersenne, c'est la publication, la diffusion en ligne des articles sur la plateforme donc de diffusion Mersenne. Donc, à ce service sont associés automatiquement la création d'un site web avec maquette personnalisée, parce que chaque revue va disposer d'un site web à son image. On a aussi l'attribution de DOI, le matching et l'archivage pérenne via la solution Clocks. Donc ça, c'est... Le deuxième service, c'est la création d'une maquette LaTeX. Donc Mersenne va développer une maquette LaTeX, excusez-moi, à l'image donc de la revue, selon les spécificités de la revue et dans la classe CEDRAM, pour faciliter l'intégration de l'article dans la plateforme. On propose aussi l'installation et l'adaptation du logiciel OJS, donc Open Journal System, pour la gestion des flux éditoriaux. Donc on paramètre en fait le logiciel selon les flux éditoriaux de la revue, et on propose aussi un support technique, une formation et une maintenance avec sûrement des conditions un peu de temporalité, mais donc ça. Et ensuite, alors ça, voilà, c'était les services qu'on va proposer gratuitement. On aimerait proposer tout gratuitement, mais malheureusement, la réalité économique fait qu'on va devoir facturer certains services, et très probablement le service de mise aux normes, qui est un peu le service phare, mais c'est un peu
celui qui est plébiscité par les revues. Donc, il a mis en page des articles selon la classe CEDRAM, préparation de copies, vérification et structuration de la bibliographie, des formules mathématiques, etc. À noter qu'on ne fait pas de copy editing. Donc, on ne propose pas encore ce service, donc on ne touche pas au contenu. Le deuxième service, probablement payant, à moins qu'on ait des financements d'ici là. Donc, c'est le secrétariat de rédaction qui serait mutualisé entre plusieurs revues de Mersenne. La détection de plagiat via l'outil de Crossref Authenticate. Et voilà, l'impression a posteriori ou à la demande. Voilà, ça, ce sera en fonction des demandes des revues. Je demandais seulement plus de détails pour ce qui concerne le secrétariat de rédaction. C'est aidé via le logiciel OJS pour les revues qui ont vraiment personne. Il y a des revues qui sont toutes petites et qui ont vraiment personne de dédié à ça. Donc c'est voilà. Donc on vous a parlé de plateformes de diffusion, de sites web, de sites web de revues. Donc juste pour donner un peu, une vision un peu plus claire. En fait, on aura un site web Mersenne qui est un peu le site vitrine, qui sera lié à la plateforme de diffusion multisite Mersenne, qui elle-même hébergera les sites individuels de chaque revue, les sites web de chaque revue, qui eux-mêmes seront liés aux instances OJS personnalisées de chaque revue. Donc voilà, ça fait une arborescence un peu complexe, mais l'utilisateur n'y verra que du feu, normalement. Et un exemple d'interface OJS, donc journal de l'école polytechnique. Donc là, c'est la présentation. Donc, et puis voilà, vous avez pour soumettre, parce que nous, on utilise encore une fois le OJS dans Mersenne uniquement pour le flux, la gestion du flux éditorial, donc de la soumission à la compilation. Et on publie sur la plateforme. Donc là, voilà, je ne sais pas comment on utilise ça, mais voilà, les auteurs s'inscrivent, se connectent via, avec leur username et leur password et ils vont pouvoir soumettre leurs articles. Alors ça, c'est juste des détails en fait qui sont importants à préciser, c'est que parce que il peut y avoir confusion. Le Centre Mersenne n'est pas éditeur, on n'a pas de personnalité morale. La revue doit donc s'adosser à une structure éditrice pour bénéficier des services Mersenne et désigner un directeur de publication, qui peut être une université, une association, une fondation. Ensuite, ce qui concerne, on a parlé de l'indexation, on peut difficilement aider au référencement, mais il faut que la revue soit déjà existante, mais on en a parlé depuis un certain nombre d'années, et la demande doit venir de la revue en général. Donc nous, on peut, le fait que les revues dans Mersenne soient déjà indexées peut faciliter le processus, mais ça ne peut pas, on ne peut pas être à l'origine de la demande de référencement et d'indexation. Et maintenant, on va revenir au modèle économique, parce que c'est quand même quelque chose qui nous tient, qui est en train d'être élaboré justement et qu'on doit mettre au point avant 2018. Donc l'idée principale est que les deux tutelles, le CNRS et l'UGA, supportent les coûts d'infrastructure et de développement qui sont liés aux services proposés déjà par MadDoc. Ainsi, les coûts d'installation, de paramétrage initial, de création de sites web, d'installation d'OJS, etc., de développement d'OJS, sont gratuits pour la revue. Et comme on l'a déjà dit, les surcoûts induits par les flux de chaque revue, tels que la mise aux normes, devraient être facturés à la revue au prix coûtant, par exemple en facturant un certain prix à la page qui est mise aux normes. Et puis les revues, afin de financer ces services, demanderaient un soutien financier aux institutions qui les soutiennent, auxquelles elles sont adossées, par exemple les universités, les LABEX. Oui. Alors c'était 7 euros la page, à peu près. C'est ce à quoi on était arrivé en faisant appel à différents devis de prestataires.
Et il y a encore quelques interrogations qui subsistent et qui devraient être levées grâce au comité de pilotage, comité scientifique, entre autres. C'est que, donc, est-ce que l'INSMI peut prendre en charge les coûts pour les revues françaises, les revues de maths françaises, comme ça a été en fait le cas jusqu'à présent avec le CEDRAM? Mais dans ce cas-là, qui financerait les revues d'autres disciplines? Puisqu'on a dit que le principe est de prendre en compte toutes les demandes de revues scientifiques tant qu'elles publient en LaTeX. Mais est-ce que l'INSMI ne devrait pas pouvoir financer ces revues-là? Et puis la question aussi est de savoir ce qu'il en est pour les revues internationales, en fait. Voilà, des questions en suspens. Et ouvertes, et finalement comme l'édition scientifique. Et on passe à l'étude de cas pour terminer. Je vais décrire trois exemples récents de 3 revues qui sont en train d'intégrer Mersenne, qui vont être intégrées à Mersenne en 2018. Le premier cas de figure, c'est les annales Henri Lebègue. On a déjà eu une présentation tout à l'heure, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus. Bon, je rappelle rapidement, il s'agit d'une création de revue qui produirait environ une quinzaine d'articles par an et qui est adossé à l'ENS Rennes. Donc voilà la structure éditoriale en fait dont on parlait tout à l'heure, et puis qui bénéficie d'un certain nombre de financements, de sponsors, et qui demande les services de mise aux normes et de mise en ligne. Ils ont créé leur propre instance OJS. On a eu une démonstration tout à l'heure. Voilà. Voilà une capture d'écran de leur site, mais bon, on a bien vu tout à l'heure à quoi ressemblait leur site et les fonctionnalités. Un deuxième exemple, c'est le journal de la SFDS, la Société française de statistique. C'était donc une revue qui existait déjà et qui souhaite être diffusée sur la plateforme de Mersenne pour bénéficier du professionnalisme de MathDoc, en fait, de l'expertise de MathDoc, et peut-être aussi pour avoir davantage de visibilité. Donc ils nous demandent la mise aux normes, l'installation d'OJS, la création de sites web et la diffusion. C'est environ un volume par an avec 4 articles. Donc c'est un volume pas trop important. Le matching, c'est du jargon. Alors Thierry, tu peux répondre à cette question. Matching, ça veut dire, c'est comme sur les sites là, de matching, on cherche sa paire, sa demi-orange, etc. C'est appariement, c'est l'art de trouver, quand on a une référence, bon, concrètement dans le cas présent, quand on a une référence bibliographique, de trouver le lien sur les bases de données. Donc à partir de l'article ou à partir des références biblio, avoir des liens sur MathReviews, Crossref, etc. Merci. Et enfin, le troisième exemple, c'est l'exemple de Algebraic Combinatorics, ALCO. C'est donc un comité éditorial, le comité éditorial du Journal of Algebraic Combinatorics, qui a démissionné de Springer l'année dernière, en juin, cette année en fait. Et pour refonder une nouvelle revue au Centre Mersenne. C'est Matoa qui a guidé ce passage, cette démission et ce passage au libre accès avec le Centre Mersenne. Donc on a déjà mentionné le cas de cette revue ce matin. La structure juridique, la structure éditoriale n'est pas encore déterminée, mais c'est en cours. Alors jusqu'à présent, le journal... Pardon. Ah, peut-être si tu veux, je peux dire un mot, parce que alors, juste, c'est encore un scénario à confirmer, parce qu'on se rencontre par vidéo avec le comité de rédaction, avec tous les rédacteurs présents et futurs dans quelques temps, mais ce sera probablement Matoa qui jouera le rôle de la personnalité morale, et ensuite la revue elle-même sera constituée comme l'a fait Glossa avec une constitution, donc d'un terme juridique, c'est une association non enregistrée, il n'y a pas besoin de déclaration en préfecture, mais ça aura un statut d'association qui leur permettra de déclarer officiellement qu'ils possèdent le titre. Donc Matoa ne possédera pas le titre de la revue, mais sera la structure éditoriale qui sera la personnalité morale pour l'ISSN, le DOI, etc. Donc à confirmer, mais c'est le scénario qui semble privilégié. Merci. Donc les choses bougent très vite et s'arrangent de façon optimale apparemment. Donc c'est bien. Et jusqu'à présent, l'ancienne revue Jack présentait un gros volume de publications avec 80 articles par an, 2000 pages par an. Donc on ne sait pas encore combien d'articles il y aura dans la prochaine revue ALCO, mais il y a déjà eu 46 soumissions, si j'ai bien compris, et 4 articles acceptés qui seront mis en ligne dès janvier prochain.
Donc c'est très bien parti. Les auteurs jouent le jeu de soumettre à la nouvelle revue. Et voici une liste des services requis qui regroupe un peu les différents services. En fait, c'est vraiment un bon panel des services proposés par Mersenne. Et ils ont un site web que vous pouvez aussi consulter, ALCO, avec les éditeurs en chef et le comité éditorial. Et ils ont une instance OJS qui est ici, à laquelle on peut soumettre les articles. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Alors, si on a 5 minutes, est-ce que tu penses qu'on peut faire une... On a 5 minutes On avait pensé faire une petite démonstration d'OJS, puisque... Pardon. On avait pensé faire une petite démonstration d'OJS, puisqu'on en a quand même pas mal parlé aujourd'hui. Alors, est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas, comme d'habitude, il y a l'effet démo. Donc juste, j'en profite pour revenir sur 2 points que j'ai retenus sur des questions, c'était plutôt ce matin, enfin non, cet après-midi, sur OJS. Il y avait 2 questions, c'était est-ce que c'est ergonomique? Donc personnellement, moi j'utilise, je développe donc pour OJS. Je ne suis pas utilisateur à proprement parler, c'est-à-dire je ne suis pas auteur, je ne suis pas éditeur, je ne travaille pas grâce à OJS. Et je trouve ça assez fouillis, c'est vrai. Mais c'est un outil qui existe. De plus, c'est un outil open source en particularité en licence GPL, qui je trouve est pas mal comment dire, excuse-moi. Ah, super, merci. Donc c'est pas mal de choisir un outil qui est en GPL, puisque je trouve que c'est un peu le pendant, on va dire, de l'open access. Enfin, ça c'est un détail, mais bon, voilà, utiliser un outil comme ça, c'est pas mal. Et ensuite, la deuxième question, c'était le côté un peu vieillot, on va dire, d'OJS. Alors, c'est vrai, on va dire, jusqu'en octobre 2016, où on était resté en version 2.4, je crois, à peu près. Mais en octobre 2016 est sortie la version 3, et là, il y a vraiment une étape qui est franchie, enfin, je trouve, un côté, on va dire, technique, où il y a 4-5 développeurs qui sont vraiment très, très actifs. Il y a un forum qui est... J'essaie en même temps de taper. Désolé. Oui, c'est bien, c'est un début. Pardon, donc il y a... Merci Benoît. Il y a vraiment une communauté qui travaille beaucoup, qui est très très réactive. Donc on peut poser, enfin si on a un problème, on peut... déposer une issue, ça répond assez vite. Et surtout que donc, comme c'est communautaire, on peut nous aussi déposer nos améliorations si on en a envie. Donc, par exemple, à MadDoc, il y a eu pas mal de petites corrections de fait pas petites, il y a eu des corrections de fait par Patrick, qui est un de nos développeurs, donc il les a poussés donc pour que ça rentre au niveau de la communauté. On a proposé une traduction française. Il y avait une traduction canadienne qui nous plaisait pas forcément, on va dire, donc on l'a adapté à notre sauce. Ça se voit d'ailleurs, c'est un peu, c'est pas fini. J'ai pas traduit les plugins pour le moment. Voilà, donc c'est juste pour parler comme ça d'OJS, c'est un outil, voilà, qui a le mérite d'exister, qui a une communauté active, au moins avec un noyau de 4-5 personnes, ce qui est déjà pas mal en fait pour un projet open source comme ça, et qui est vraiment en train de monter au niveau technicité et même interface. Donc là c'est l'interface brute, il n'y a pas on va dire un CSS qui présente un peu mieux le site. Donc c'est le site de test pour les annales de l'Institut Fourier. Tout à l'heure, c'était dans le slide. Les annales de l'Institut Fourier, pour l'instant, travaillent avec un outil qui s'appelle Ruche. Mais on a l'objectif de passer à OJS, j'espère, l'année prochaine. Donc, juste comme ça, vous l'avez vu tout à l'heure, on a une interface pour soumettre. Donc l'auteur n'a qu'à
rentrer créer son compte, et ensuite il peut se connecter et déposer un document. On peut le configurer à volonté, je dirais, avec toutes les questions. Est-ce que mon texte ne doit pas apparaître ailleurs? On peut éventuellement forcer l'acceptation d'un copyright, le choix, on va dire, d'un copyright, ce genre de choses. Donc on peut aller assez loin. Il faut que je me connecte, juste pour vous montrer l'interface qu'on peut avoir, mais côté plutôt administrateur, pas administrateur, on va dire éditeur. Alors désolé, c'est des mots de passe difficiles. Surtout un QWERTY, mais c'est pas grave. Non, en théorie, je devrais y arriver quand même. Il n'apparaît pas à l'écran, c'est déjà pas mal. Voilà, donc là je suis admin, mais on va dire... Voilà, donc là il faut imaginer l'interface, on va dire éditeur, peu importe, où je vois toute la liste de mes, on appelle ça soumission, on va dire articles dans notre cas, en cours. Il y a un statut dans le workflow éditorial. On va ici, j'ai rien à faire, mais ça tombe bien, mais je peux avoir des tâches à effectuer. Donc j'ai un tableau de bord, on va dire, qui est assez bien fait, avec des filtres, c'est vraiment pas mal étudié. Et si je vais sur un article, je vais voir son avancement, on va dire, dans le flux éditorial. Donc l'avancement 0, on va dire, c'est l'article a été soumis. Je peux le refuser dès maintenant ou l'envoyer pour évaluation. En l'occurrence, celui-ci, je l'ai envoyé pour évaluation. Et il peut avoir un ou plusieurs cycles d'évaluation. Voilà, donc là, a priori, j'ai envoyé l'évaluation à un rapporteur. Donc là, je suis en l'occurrence, AIF, c'est le secrétaire de rédaction, mais il a choisi donc un rapporteur. Ce rapporteur a reçu un mail où il se connecte sur l'interface et puis dans sa liste de tâches à faire, il doit rendre un rapport. Et voilà, et puis on peut avoir X cycles d'évaluation, série d'évaluation, jusqu'à un moment donné choisir, avoir une décision éditoriale d'accepter ou de refuser l'article. Donc après, on a ce qu'on appelle la révision et la production. En anglais, c'est quoi? C'est copy editing et production. Ce qu'on a prévu de faire, donc le côté mise aux normes, c'est ça. Mise aux normes, on va sans doute passer par OJS, donc sans doute dans l'onglet révision là, pour les échanges entre la personne qui fait la mise aux normes et l'auteur, tous les échanges que vous connaissez bien mieux que moi, je pense. Et ensuite, la production, c'est-à-dire la mise en ligne, on va dire, de l'article. On a choisi donc de ne pas la faire dans OJS, nous, mais via la plateforme que nous développons à MedDoc, qui apporte d'autres outils comme la recherche, etc. Voilà, donc une toute petite présentation de ce qu'est OJS, point de vue, on va dire, autre que auteur.